J'ai avec moi ici Ariane Gélina, Pierre-Luc Lafrance, Frédéric Durand et Vic Verdier, qui ont tous publié une nouvelle et ou, dans le cas de Vic Verdier, une novella, parce que c'était une très, très longue nouvelle, dans Horrificorama ici, donc un collectif de 15 auteurs qui a sorti en 2017. Et, bon, on en profite pour revenir un petit peu sur ce livre-là, ce collectif-là, parce que là, on fait une prévente pour une réimpression au 6 brumes. Mais en même temps, moi, tout ça, c'est un prétexte juste pour savoir, dans le fond, ce livre-là, ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti. Ça a pu passer vite 3 ans, mais quand même, hein, je pense qu'il a marqué plusieurs personnes. Alors, je voudrais tenter le pouls un peu avec vous. Pour vous, ce livre-là, ce projet-là auquel vous avez contribué, qu'est-ce qu'il représente dans votre cheminement d'auteur? Oh, la bonne question. Mais moi, je peux te dire presque un accouchement. Tu sais, il y a un moment donné où moi, je me suis rendu compte au début, là, quand j'ai commencé à écrire, j'ai voulu faire de la littérature. Tu sais. J'espérais là, écrire du roman-roman. Moi, j'appelle ça du roman-roman. C'est celui que tu peux appeler ça un roman québécois. Là, tu sais. Et puis, j'avais tout le temps envie de me laisser aller, de faire quelque chose de complètement débile. Puis quand l'occasion s'est présentée de me dire « Hey, il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire », ben écoute, moi, j'ai senti ça comme si j'avais le droit tout d'un coup d'accoucher. J'avais le droit de faire ce qui me tentait de faire. Fait qu'il y a un peu de ça, puis depuis ce temps-là, ben je fonde famille. J'en fais plus. Ouais. Ah, ben ouais, c'est intéressant avec le parallèle de l'image de l'accouchement. Alors, puis ça m'interpelle. Puis je dirais que disons, mes accouchements horrifiques remontent à longtemps. Et puis là, je regarde du côté de Jonathan avec Agonie. Agonie, est-ce que je l'ai ici? Ouais. Sinon, Jonathan, ouais, merci Jonathan. Il était plus rapide avec une quarantaine de livres autour de moi. Bon, alors, Agonie, c'est en 2011. Et puis, donc, la Maison des Viscères, je vais en profiter pour montrer la tasse dans laquelle je suis en train de boire. Donc, c'est une des tasses officielles de la Maison des Viscères. Je me suis dit, ah, Pierre-Luc en a une. Ah, ben là, moi aussi. Mais peut-être pas à porter. Ouais, un petit peu plus loin dans sa cuisine. On l'entend farfouiller dans ses armoires. Bon. Alors, la Maison des Viscères, en 2011, nous a invités à écrire une novella pour Agonie. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs autres collectifs qui ont publié Écorché, que j'ai juste ici, Exode également. Jonathan, en parallèle en même temps, ça ne me surprend pas. Un gars préparé. Ah oui, et Bizarro, qui est excellent aussi. Pierre-Luc également a publié c'était Agonie et Écorché. Tout à fait. Oui. Alors, Jonathan se charge de montrer les livres. Alors, le premier texte long, horrifique que j'ai écrit, c'était à ce moment-là, donc Amarante dans Agonie. Et par la suite, c'est pas un secret que j'affectionne particulièrement le fantastique ou les littératures de l'imaginaire au sens large. J'écris un peu de science-fiction aussi, du noir, du policier. Mais de plus en plus, avec les années, je me suis aperçue qu'on m'associait au fantastique et à l'horreur. Peut-être parce que c'est un genre que j'apprécie, que ce soit d'un point de vue cinéphile. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler aussi. Ça remonte à loin. Sûrement que c'est votre cas aussi. J'avais 10 ans, je regardais des films d'horreur, des slashers. Vic, qui parlait tout à l'heure dans Horrificorama, a écrit un slasher. Donc, bon. Et c'est d'ailleurs une très, très bonne novella. Mon amour des slashers remonte à 10-12 ans, comme je l'ai dit. Avec 3 autres amies de filles, on se cachait dans un sous-sol des fins de semaine de temps pour écouter des films d'horreur. Il y en a une qui est encore traumatisée, elle n'avait plus jamais d'écouter de sa vie. Une de mes 3 amies. Et puis, moi et les 2 autres, on est restés très, très passionnés par le genre. Donc, naturellement, par la suite, j'ai eu envie d'écrire de l'horreur. Mais je ne sais pas pour vous, mais je ne me dis pas, lorsque j'écris, je vais faire de l'horreur. C'est plutôt que l'idée du récit interpelle des scènes horrifiques. Okay. Bien, je suis content de ce que tu viens de dire là parce que je vais faire du pouce là-dessus. Ma réflexion là, à la question de départ, un peu le lien par rapport à l'écriture puis de l'étape que ça a amené dans mon cheminement. J'ai écrit de l'horreur avant, bien sûr. Par contre, j'ai jamais, au moment de commencer un texte, je me dis jamais « Hey, je vais écrire de l'horreur ». Naturellement, je vais souvent de ce côté-là, où je vais aller dans... J'ai été dans différents genres, mais je dirais, si on prend là, les 7-8 dernières années, habituellement, je vais aller soit dans
du noir, soit réaliste, soit fantastique, mais je vais aller dans quelque chose de très noir. Et ce qui m'a fait bizarre dans Horrificorama, c'est à un moment donné de dire, OK, là, vous devez choisir un genre horrifique et me dire qu'est-ce que vous avez le goût d'écrire. Et à quelque part, j'ai choisi un peu un genre avant même d'avoir l'idée de l'histoire, ce qui m'était jamais arrivé. Jamais je me suis dit, hey, je vais écrire tel type d'histoire et après ça, trouver une idée qui va avec. Ça a toujours été plus dans l'inverse. Fait que pour moi, ça a été une expérience un peu différente de ce côté-là. Et toi, Frédéric? Oui, on peut quand même mentionner que l'une des particularités d'Horrificorama, Pierre-Luc le mentionnait, c'est la diversité des sous-genres littéraires, pas dans le sens qualitatif, mais bien dans les branches de la littérature d'horreur. Je peux les énumérer pour ceux et celles qui s'intéresseraient. Donc, on trouve là-dedans des nouvelles qui relèvent des récits de momies, de possessions démoniaques, d'objets maléfiques, même des genres que je ne connaissais pas, comme le monster porn, le gore-no-zombie, le bizarro, l'horreur psychologique, les sorcières, le fantastique horrifique, le rape and revenge, qui trouve surtout effectivement ses racines dans le cinéma, l'horreur plus classique, les récits de fantômes, la science-fiction horrifique et le slasher. On aurait sûrement pu en trouver plus, mais c'est déjà quand même pas mal du tout, c'est cet échantillon-là, qui montre toute la richesse et toute la diversité qu'on peut trouver dans la littérature d'horreur. Comme beaucoup de littérature, ça peut avoir l'air très cadré ou peut-être un peu limitatif au départ, mais juste en voyant cet échantillon-là et en lisant le collectif, de toute façon, c'est effectivement ce qui ressort. De mon côté, ce que je pourrais dire, c'est que ça m'a permis d'expérimenter un genre dans lequel je n'avais jamais pratiqué, en tout cas de façon délibérée, qui est le bizarro. Il faut savoir qu'au départ, ce que j'avais envie de faire, c'était plus une histoire de sorcière, mais on devait réserver les sous-genres. Donc, je me suis fait devancer. Je pense que c'était Élise qui l'avait retenu. Donc, mon choix s'est porté vers le bizarro. Après coup, je me rends compte que ce n'est pas vraiment un récit d'horreur, ce que j'ai fait. C'est vraiment du bizarro 100% avec des petites touches ici et là. Et le bizarro contaminait l'écriture aussi. Donc, non seulement le récit est très curieux et très bizarre, là, de façon délibérée, mais c'est également le cas dans l'écriture. Au départ, Jonathan, tu te rappelles peut-être, et je t'invite de toute façon à relancer cette idée-là. La première fois que tu m'as approché pour un collectif, c'était dans l'optique de faire un recueil de nouvelles sur l'Halloween. Tu avais ce projet-là pour les Ciboules. Tu avais demandé dans un salon du livre, peut-être en 2013-2014, eu cette idée-là de faire un collectif sur l'Halloween. Est-ce que tu serais partant? Puis je trouve que c'est quand même une idée qui serait vraiment chouette à mener à terme à un moment donné là, au Québec. Ce qui est aussi chouette à ajouter par rapport à la pérennité que peut avoir ce livre Horrificorama, je vous présente ici The Valancourt Book of World Horror Stories. C'est une parution toute récente qui vient d'un éditeur qui est basé en Virginie et dans lequel on trouve une nouvelle d'Ariane qui s'appelle Ombre jumelle en français et qui est Twin Shadows en anglais. Et ce qui est chouette dans la présentation du texte, c'est qu'il est fait mention d'Horrificorama. On parle quand même d'une anthologie anglophone qui est publiée aux États-Unis avec une belle distribution. Donc, ce qu'on mentionne, entre autres, au sujet de une traduction libre, donc que c'est un recueil qui a en tout cas annoncé un renouveau ou un développement dans le genre. On mentionne évidemment avant ça Patrick Sénécal. Et ce qu'on dit dans la préface, c'est qu'on y retrouve quand même des histoires de 15 auteurs québécois, incluant Ariane, évidemment. Donc, c'est assez intéressant de savoir que ce recueil-là est mentionné dans une anthologie publiée aux États-Unis. Donc, ce qu'on a appris cette semaine en recevant le livre. Oui, petite précision. Bravo! Merci. Tu as dit 15 auteurs québécois, mais en fait, c'est 15 auteurs à l'international, dont j'ai le grand honneur d'être l'autrice du Québec. Oui, 15 auteurs québécois, c'est dans la présentation d'Horrificorama dans le livre. OK, oui, mais dans le livre. Et non pas là-dedans, là, effectivement. Il me semble que c'est 15 auteurs aussi. Ah oui? Donc là, on est 30. En fait, 29 parce que tu es là 2 fois. Oui. OK, je comprends. C'est excellent. Non, on en a plus que 15, Ariane. Finalement, une vingtaine. Oui. Franchement, moi, une des choses que j'ai trouvées particulièrement pas évidente, puis c'est un peu, je vais faire du pouce sur ce que tu disais, Frédéric, là, tu as dit Halloween, tu sais, puis
ça m'a ramené directement au film. Tu sais, parce que j'ai eu le plaisir de faire un slasher. Puis tu as raison, Ariane, c'est pratiquement une novella. Je pense que j'ai 80 pages là-dedans de la chose. Puis c'est d'ailleurs une nouvelle novella qui a été contractée, qui est revenue. J'avais plusieurs versions différentes de cette affaire-là. Et étonnamment, moi, je l'avais écrit avant d'être approché. Donc ça, c'est tout vous dire à quel point j'avais envie de faire ce genre de choses-là. Puis franchement, j'avais jamais lu de slasher. Je ne sais pas si vous autres, vous avez lu ça. Moi, j'ai écrit Lac au sable en essayant de résoudre le problème du slasher, qui est celui de dire que normalement, là, tu cours autour de sa femme. Tu as raison, Maudit, c'en est un. Et puis, Oui, je vois Frédéric qui nous indique Maudit. Et il y a 15 c'est un slasher. On parlera tout à l'heure peut-être de 15 Les points pour autres. le lys rouge de Frédéric. Ah, c'est pas fou. Alors, tu vois, regarde, moi, j'avais pas lu de ce genre de choses-là. Puis, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça? Puis j'ai trouvé le défi littéraire fantastique. Parce que, tu sais, t'as justement pas le classique jump scare. Hein? C'est vraiment ce qu'il faut arriver à trouver une façon de faire revirer une histoire sans que ton lecteur ait la même chose de ce qui se passe très live, très viscéral quand tu regardes un film. Tu parlais de tes amis, Ariane, tu sais, à un moment donné, tu tiens le coussin puis tu as envie de le mordre parce que tu vas crier, parce que tu as l'impression que c'est toi qui va te faire accrocher. Tu sais, ça m'était déjà arrivé dans des histoires de fantômes, beaucoup moins dans des histoires de type slasher. Fait que de pouvoir faire ça, pour moi, c'est un cadeau. Oui. Par rapport à 15 croix pour le lys rouge, Vic, c'est normal que tu ne l'avais pas lu au moment où tu as écrit Horrificorama, parce que 15 croix est paru après, mais Maudit est paru un petit peu avant. Frédéric est très bon pour les dates exactes, mais ça reste une rareté, donc un slasher comme ça, 2009 pour Maudit. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, et Frédéric pourra développer là-dessus un petit peu, je l'espère, il a écrit 15 croix pour le lys rouge, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de slashers en littérature, que c'était un genre horrifique qu'il souhaitait voir développer. Puis comment est-ce que tu l'as fait, Frédéric? Oui. Parce que je ne l'ai pas lu, fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, en fait, c'est un projet qui date de plus de 10 ans. Hein. Puis quand il s'est adonné qu'au moment où j'allais commencer la rédaction, j'ai vu Édouard Bande au Salon du Livre de Québec. Et il m'a annoncé que ce livre-là allait sortir. Donc, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien d'arriver avec quelque chose qui va se faire. Donc, j'ai mis l'idée de côté là, pendant un bout de temps. Et moi, tu mentionnais Halloween, c'est que beaucoup de slashers sont basés sur des fêtes spécifiques. Hein? Donc, on a vu la Saint-Valentin, l'Halloween, Noël, Pâques, à peu près toutes les fêtes, le jour de l'an. Bon. Mais on n'avait jamais fait la Saint-Jean-Baptiste, évidemment, parce que c'est typiquement québécois et que le genre a des racines anglo-saxonnes ou même souvent américaines. Ouais. Alors, je me suis dit, OK, ça serait intéressant de faire ça, mais en tenant compte des particularités de la Saint-Jean-Baptiste, qui est une fête éminemment patriotique. Donc, j'ai imaginé un meurtrier qui, ça se passe dans les années 90, punit ceux qui manquent à l'identité nationale avec des symboles québécois. Donc, non seulement il traque ceux qui vont faire des manquements à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, mais l'instrument du crime où les instruments des crimes vont être des symboles québécois. Il va sans dire que, comme dans Lac au sable d'ailleurs, il y a une bonne dose d'humour noir qu'on trouve souvent dans le slasher. C'était le cas du roman d'Edouard Bande aussi. L'optique est la même que toi. Hein. Ça réactualise certains plaisirs qu'on a eus cinématographiques, mais en devant les aborder de manière différente, parce que là, on n'a pas le son, comme tu disais, on n'a pas l'image non plus. C'est un bon exercice. Le slasher est une mécanique narrative. L'idée est d'arriver quand même à à respecter le genre, mais tout en le réinventant à l'intérieur d'un cadre qui est très spécifique. Tu vois, dans Lac au sable, qui est un de mes textes favoris de Horrificorama, tu arrives très bien à le faire, entre autres avec la fin, que je ne dévoilerai pas pour les gens qui vont le lire, mais la fin est très étonnante tout en étant tout à fait logique avec ce qui précède. Donc, il s'agit aussi à un moment donné, surtout que le genre existe quand même depuis les années 70, de réinventer ce que c'est sans trahir non plus ses origines. Non, puis tu vois, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai voulu faire,
c'est de me dire, parce que souvent, tu sais, hein, si on prend, par exemple, tous les films tous les vendredis 13, là, OK, on y va avec Jason, allons-y directement. Tu sais, on sait très bien ce qui va se produire. Puis on a bien compris qu'avec Lac au sable, moi, je voulais prendre tous ces codes-là, puis partir sans même déroger, là. C'est-à-dire des jeunes. On s'en va dans le bois. Il y a une légende, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. On n'est pas sûr. Qu'est-ce qui va arriver? Mais tu sais, ce genre de choses-là, puis ça prend toujours un peu de nudité, bien sûr, hein, ça prend un trip de cul, il faut que ça... Normalement, il y a tout le temps une fille qui court tout nu dans cette affaire-là. Tu sais. Parfois, c'est la final girl à la fin. Là. La final girl, ça en prend une, c'est ce genre de choses-là. Mais tu sais, je me suis dit, là, j'ai essayé de jouer le point de vue. Tu sais. Puis franchement, au début, je n'étais pas sûr que ça marcherait. Mais là, tu me confirmes, Frédéric, que ça a fonctionné. Je suis bien content. Moi, j'ai eu tellement de plaisir à écrire ça puis à me dire, j'espère que les gens vont quand même avoir peur au moment où ça va se produire. Ouais, En tout cas, sûr, c'est que ça ouvre le collectif de façon particulièrement forte. Le texte est très violent. On parle vraiment d'un texte d'horreur. Moi qui en ai quand même lu, je peux te dire qu'il y a plusieurs scènes qui ne m'ont pas laissé indifférent. C'est ça. Ça a une certaine ampleur, effectivement, comme on le mentionne. Donc, ça nous permet, ce qui est chouette avec la densité de ce texte-là, d'entrer vraiment dans le genre de façon ample et très typique, puis ensuite, effectivement, de découvrir d'autres choses. Donc, je trouvais que c'était quand même une belle porte d'entrée. Ariane, tu disais quelque chose? Oui, ça illustre bien aussi. Il y a des tonalités qui sont assez variées dans Horrificorama. Tantôt, on a un peu évoqué l'humour. Ouais. C'est le cas avec la nouvelle de Frédéric Bizarro. Il y en a une autre qui est très marquante. C'est celle de Luc Dagenet. Là. XZ, une histoire de sexe oral au temps des zombies. Tout est dans le titre. Quel dégueulasse! Sous forme théâtrale. Donc, il y en a quelques-unes qui sont drôles, d'autres qui sont peut-être au deuxième ou au troisième degré. Donc, il y a aussi l'humour. Ah oui, Jonathan. Non, pourrais-tu nous relire le titre? Parce que, je veux dire, on va le relire, puis il faut pas avoir peur de ce titre-là quand on le lit. Moi, sur le coup, je me suis dit, c'est probablement un dessus que j'aimerais pas. Puis finalement, hey, c'est un des excellents textes qu'on a dans le recueil. Oui, alors je vais le lire en prononçant bien. Donc, une histoire de sexe oral au temps des zombies. On le voit bien à l'écran. Et puis, bon, alors selon les commandes, et puis peut-être que Pierre-Luc pourra nous parler du genre qu'il a abordé aussi, eh bien, le recueil Horrificorama a ça comme richesse de jouer avec différentes tonalités. Premier degré de l'horreur, parfois deuxième, troisième, quatrième, et ne les comptez plus. Bien, ce qui est drôle dans mon cas, c'est que dans les faits, je n'ai pas écrit dans le genre que j'étais supposé écrire. J'avais décidé d'aller du côté du pulp, qui finalement n'est pas tout à fait représenté dans le recueil au final, parce que j'étais parti... On a la culture cinématographique et littéraire qu'on a. Moi, j'avais été vraiment marqué à l'adolescence par le film Bouba Hotep, le film de momie dans une résidence pour personnes âgées, qui est une image que j'ai gardée longtemps. Et à un moment donné, j'ai eu un flash. Je ne sais même pas comment c'est arrivé sur ce sujet, mais j'ai visité une résidence pour personnes âgées dans l'intention de peut-être l'acheter. Une bulle qui m'est passée au cerveau. Le lendemain, j'ai des saoulés. En allant là et tout ça, puis bon, j'ai visité les choses et j'ai eu une espèce de flash d'un team-up d'un jeune avec un monsieur qui commence à souffrir d'Alzheimer et les deux ensemble doivent combattre le mal. Je trouvais l'idée drôle et j'ai commencé à écrire ce qui a donné ma nouvelle finalement. J'ai gardé une touche d'humour avec le vieux un peu déplacé qui parle de cul avec le jeune sans se rendre compte que ça se fait pas, qui passe des commentaires sur la personne qui lui fait sa toilette sans se rendre compte que c'est la mère du petit gars. Donc, tu sais, qu'il y a un côté malaise là-dedans. Par contre, l'histoire ne marchait pas tout à fait en allant vraiment dans le côté comique à 100% parce que il restait une thématique derrière qui était, il y a une créature là-dedans qui se nourrit des souvenirs des gens. Et quel meilleur endroit que dans une résidence où tu as déjà des gens en perte d'autonomie, déjà des gens qui commencent à souffrir de démence, qu'un souvenir de moins, personne ne fait « Ah, ben oui, c'est juste normal ». Ouais, c'est comme si c'était un gros coffre à souvenirs, cette résidence-là.
Tout à fait. Puis moi, souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est pas volontaire, mais je vais souvent traiter 2 textes en même temps sur sensiblement le même thème, mais pas avec le même angle. Fait que là-dessus, j'avais écrit en même temps cette nouvelle-là et une autre qui a été publiée dans Alibi, qui avait gagné le dernier prix Alibi, qui était Le cri des fillettes mortes, qui était aussi dans une résidence de personnes âgées, qui était plus un CHSLD dans ce coup-ci, ce cas-là, et qui était une employée qui faisait écouter de la musique aux résidents pour les aider. Puis j'avais lu une étude là-dessus que sur le plan cognitif, c'était très bon. Et à un moment donné, le fait écouter à quelqu'un qui communique à peu près pas et se met à parler des cris des fillettes mortes qui viennent le hanter. Et j'ai comme travaillé ces 2 textes-là quasiment simultanément, avec tous les 2 sur le thème des souvenirs, l'importance des souvenirs, la démence, qui est quelque chose qui, honnêtement, pour moi, est hautement horrifique. Et ça a donné comme 2 traitements complètement différents sur un peu la même question. Mais au final, c'était plus un pulp. Ouais. Ce que je voulais au début, ça nuisait à l'histoire qui était... malgré le fait que j'ai gardé des touches d'humour, c'est pas un texte humoristique. Super intéressant, Pierre-Luc, avec la folie et puis l'horreur. Dans le cas de ma nouvelle, dans Horrificorama, bon, alors j'avais choisi un thème extrêmement vaste. Donc, c'est l'horreur psychologique. Donc, contrairement à certains des sous-genres qui étaient très précis, lorsque je me suis rendue à écrire le texte horreur psychologique, je me suis fait la réflexion, j'aurais dû choisir quelque chose de plus spécifique, mais j'avais envie d'aller du côté de l'obsession. Ce que Jonathan nous a montré, on voit aussi une espèce de tresse qui a été illustrée par Émilie Léger. D'ailleurs, c'est Émilie Léger qui est à l'origine de l'œuvre de la couverture, et il y a autant d'illustrations à l'intérieur que de nouvelles. Ça contribue à rehausser le cachet esthétique d'Horrificorama. Oui. Alors, Freya, Pierre-Luc disait qu'il travaille sur 2 idées ou 2 nouvelles simultanément. Dans mon cas, j'ai toujours une idée à la fois et j'ai constamment l'impression que c'est la dernière de ma vie. Alors, Freya était mon idée à ce moment-là. Et puis, ça s'est inspiré il y a eu quelques sources d'inspiration différentes à ça. Alors, j'avais lu un fait divers. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que... j'avais lu un fait divers, en fait, sur un jeune adolescent indien qui avait un jumeau à l'intérieur de lui. Je vais vous le montrer à l'écran. Là, attention, là, c'est quand même un petit peu d'or. Ici, en bas, ce que vous voyez, c'est le jumeau qu'il avait à l'intérieur de son chromosome. Et c'était un jumeau qui le parasitait depuis entre 15 et 17 ans, et puis qui était constitué de cheveux, donc plus d'1 mètre de cheveux, de cartilage et de dents. Et évidemment, le jeune homme éprouvait de plus en plus des douleurs à l'intérieur du ventre et puis des difficultés liées à l'appétit parce que le jumeau intériorisé était en train de croître et de croître et de croître jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Tiens, je vais vous le remontrer. On est entre fervent de l'horreur. Bon appétit tout le monde! Pas diffusé sur l'heure du midi, Jonathan. Donc, c'était une des sources d'inspiration, ce fait divers-là. Il y a également... Frédéric nous montre ici, c'est la brosse de notre chat. Ça donne faim. Ça m'amène à la 2e source d'inspiration de Freya. Notre félin s'appelle Dan, 18 ans et demi. Il ne fera pas grand-chose. Il est très, très senior. Il est comme le même âge que le jumeau, là, tu sais. Oui. C'était dégueulasse, je te le dis. On l'a extrait. Mais on voit le jumeau. On va vomir un jumeau, le gamin, ça. Oui. Bon, parce qu'il faut savoir que les cheveux, ça ne se digère pas. Donc, la 2e source d'inspiration, c'était le comportement compulsif qu'on appelle la trypophagie, donc de manger des cheveux ou des poils compulsivement. Alors, Frédéric fait semblant de le faire. Ne faites pas ça, ça ne se digère jamais. Donc, et puis, il y a des gens, imaginez-vous, qui se retrouvent avec des kilos de cheveux à l'intérieur d'eux. Et ça devient de plus en plus douloureux. Donc, bon, alors, c'est horrifique. Alors, forcément, je trouvais que c'était une source d'inspiration stimulante, on va dire comme ça, pour une nouvelle du même genre. Il y a aussi le fait de moi-même avoir des longs cheveux. Je ne vous cacherai pas que ça est déjà arrivé je me retrouve en train d'avaler un de mes cheveux. Et puis, pour ceux, même si je vous regarde, ça vous est déjà arrivé, même Jonathan, je suis certaine que quand tu étais métalleux, j'ai fini par quand tu as déjà avalé un de tes cheveux, et c'est une expérience qui, à moins d'être trypophage,
elle m'a paru très horrifiante. Alors là, tu essaies d'aller puiser ton cheveu comme une sorte de pêcheur capillaire. Non. Bon, il faut que dans Freya, je rende compte de cette sensation horrible du cheveu dans la gorge, de l'image du jumeau intériorisé que je trouvais terrifiant et du pauvre comportement de manger compulsivement ses propres cheveux. Donc, le personnage principal a développé une obsession pour manger ses cheveux et il est convaincu qu'il porte en lui Freya, qui est une sorte de... Ben, il s'imagine, on ne sait pas, ça joue sur l'hésitation fantastique, il s'imagine qu'il y a quelque chose qui vit en lui, qui l'accompagne et qui est inséparable, et qui se nourrit de cheveux et qui se construit de cheveux. Il faut qu'il lui donne des cheveux de qualité. Donc, bon, c'est ça pour Freya. Miam. C'est dégueulasse. Quel horreur! Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, Ariane, c'est le fait justement que, dans certains cas, on sait, l'horreur s'installe dans un cadre un peu fantastique, ça fonctionne, on le sait, on l'a annoncé d'avance. Dans ton cadre à toi, on n'est jamais certain. Au départ, tu te dis, ben, OK, c'est une histoire, qu'est-ce qui arrive? Mais du coup, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, tabac, non. Et puis, tu as l'impression que tu pourrais rencontrer quelqu'un comme ça. Tu as l'impression que tu as tout le temps eu des gens autour de toi qui peuvent être comme ton personnage principal, puis tu ne sais pas ce qu'ils cachent. Tu sais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Oui, oui. En faisant des recherches, je me suis aperçue que le fait de manger ses cheveux, ses poils ou ce qu'on n'est pas supposé consommer, ça s'appelle du pica. Exemple, ceux qui mangent des éponges ou des Kleenex. Notre félin Eden a déjà eu sa phase à un moment donné. On l'a hypnotisé puis c'est réglé. Bon, mais ces comportements-là sont quand même un peu plus répandus qu'on peut le croire. Un personnage comme ça, je trouvais qu'avec le terme horreur psychologique, ça pouvait bien s'intégrer. Puis le jumeau intériorisé, donc en lisant là-dessus, je vais finir là, faut quand même se rassurer. Il paraît que ça arrive juste une fois sur les 500 000 naissances. Non. Juste... Ça en fait quand même pas mal si on prend le total. Là. Sinon, tu parles à ton jumeau. C'est pour ça que je me suis rasé les cheveux pour plus en manger. Mais sinon, on a parlé un petit peu de chacun vos nouvelles, mais sinon, dans les nouvelles des autres, dans le recueil, bon, on sait que, disons, Vic a beaucoup aimé celle de Luc, entre autres. Bon, là, celle d'Ariane avec les cheveux, le mien est un peu inconfortable physiquement. Mais sinon, est-ce que vous avez eu des coups de cœur des fois? Et pourquoi? Oui, je vais juste regarder le sommaire comme tout le monde est en train de le faire là, pour se rappeler un petit peu ce que c'est. Je me souviens que la dernière mission de Rabat, de Geneviève Blouin, on sentait bien la pyramide. C'est pas la nouvelle la plus horrifique du lot, mais avec ses compétences en histoire, elle rendait bien le sujet de momie. Ça, je me rappelle bien. Aussi, on avait Jonathan qui nous a fait du Jonathan. Donc, moi, j'aime bien, quand je dis justement Jonathan en nouvelle, de me dire « Oh, il fait du Jonathan ». C'est des personnages avec des relations troublées, une sorte de tension ambiguë, l'enfance sous-jacente. Bon, il y a ça également dans ta nouvelle, dans le recueil. Bon, écoute, quand même frappé, moi, par Philippe Aubert-Côté avec La nuit aux trois démons. Parce que là, on est vraiment dans du monster porn, tu sais, puis c'est quelque chose qui, écoute, moi, j'avais pas lu ça, et quand j'ai commencé à lire, tu sais, je me suis dit, OK, dans quoi est-ce que je m'embarque? J'ai été fasciné par l'espèce d'intrigue très, très débile qui, en même temps, tu sais, mélange tout ce qui fait mal et ce qui fait du bien. Tu sais, espèce d'entre-deux, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Un peu de la même manière, d'ailleurs, que une histoire de sexe oral au temps des zombies. Je veux dire, la forme, le fond, tu sais, et tu sors de là. Et c'est justement ce que j'apprécie du recueil. C'est que à chaque détour de page, tu risques de te faire surprendre par une ambiance que tu n'avais pas pensé au départ. Puis tu peux pas avoir non plus, même dans le... Tu sais, lorsque tu regardes le 4e de couverture, tu peux pas voir ça. Tu peux pas savoir que ça va arriver. Oui, la variété est une des forces du recueil. Il y a aussi la nouvelle d'Isabelle Lauzon qui allait loin de façon assez surprenante. Ça s'appelle Scene.
Mais sinon, ça donne un sommaire assez solide et mémorable avec plein de textures, de styles. Donc, Comme un festival de l'horreur un peu. Ouais. Ben, c'est sûr qu'en partant, déjà dans le sommaire, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'auteurs que j'ai à peu près tout ce qu'ils ont écrit, que je vais lire à peu près systématiquement ce qu'ils écrivent. Fait que déjà, il y avait quelque chose d'engageant là-dedans. Puis, souvent dans un collectif comme ça, je trouve que l'ensemble n'est pas meilleur que la somme de ses parties. Il y a beaucoup de textes que je pourrais aimer. Par contre, il y a un effet répétitif où il y a alors que là, il y a un côté éclaté qui fait que d'une personne à l'autre, les coups de cœur ne seront pas nécessairement les mêmes, mais un amateur d'horreur va assurément y trouver son compte. Parce que Puis il y a des auteurs, oui, comme Jonathan, qui fait du Jonathan, mais il y en a d'autres qu'on a découvert dans des genres complètement différents. On a nommé Isabelle Lauzon. On ne l'attendait pas dans quelque chose comme ça. Fait que, il y a eu vraiment un mélange de tout ça qui fait que j'ai de la misère à dire « Ah oui, ce texte-là m'a marqué. » Je regarde, parce que je faisais le tour, je dis « Ah oui, le texte de Geneviève, je l'ai vraiment aimé. Ah oui, j'ai vraiment aimé celui de... » Mais finalement, je me rends compte qu'il y a 15 textes et il y en a peut-être 13, 14, peut-être même 15 auxquels je vais finir par dire ça. Donc, Oui, c'est ça. Ah oui, pour d'autres raisons. Tout à Chacun sa fait. raison particulière. Parce que, tu sais, même on prend Moi, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé la question des objets maléfiques. Personnellement, là, c'est pas quelque chose qui me rejoignait beaucoup. Mais au moment où j'ai lu la nouvelle de Mr. Bonnet, écoute, j'ai dit, ah, tiens, OK, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, là, finalement, qui me fait peur. Tu sais. Non, puis bon, je suis un grand amateur, moi, En fait, ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, je n'aime pas le résultat, mais je suis quelqu'un qui va toujours chercher les adaptations Lovecraftiennes et tout ça. Bon, j'ai exploré du côté cinéma j'ai fait subir plusieurs films à Jonathan. Pour une perle, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde, mais c'est quelque chose j'y retourne sans cesse, puis j'avais beaucoup apprécié ce qu'a écrit Frédéric Raymond là-dedans, qui a une nouvelle Lovecraftienne ou du moins un hommage à Lovecraft avec des tubercules. J'avais eu une agréable surprise avec l'espèce d'ambiance de conte de fées horrifique de ce qu'a fait Élise Haripin avec ce qu'il ne faut pas entendre, qui avait vraiment un côté conte de fées qui est une ambiance que j'ai toujours appréciée beaucoup. Mais je vous nomme ces deux-là aujourd'hui. On en reparle demain. J'en nomme deux autres. Puis en plus, je suis gêné parce que là, il y a des textes que je nommerai, mais que les gens sont présents. Fait que je ne veux pas avoir l'air non plus Fait que L'autoflattage, là. c'est ça, je ne m'assume pas comme flatteur, même si j'en suis un. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de textes pour moi qui se démarquent là-dedans. Il nous manquait peut-être l'horreur politique, ça, mais c'est peut-être parce qu'on en a déjà tellement qu'on n'a peut-être pas besoin d'y aller. Là. Oui, en effet. Puis une des forces aussi d'Orificorama, c'est l'ordre des textes, l'agencement également fait que ça se lit de façon agréable. Et puis, ça a été certainement beaucoup réfléchi par Pierre-Alexandre Bonin, qui a dirigé le recueil et dont on a parlé il y a un instant avec sa nouvelle, avec les objets maléfiques. Puis d'ailleurs, moi aussi, Vic, si on parle, le terme des objets maléfiques en général, je fais un petit peu une réaction à dire rétro-satana, arrière Satan, je veux rien savoir, là, l'espèce de petite qui tourne, là, qui jette des sorts, là, ou un objet qui passe de personne en personne, puis qui enchaîne les maléfices. Mais c'est pas une question du terme, c'est de la façon dont on va le traiter. Dans cette nouvelle-là, Pierre-Alexandre le réussit. Comme quoi. D'ailleurs, j'ai une confession à faire. Moi non plus, j'aime pas ça, mais c'est pas ça la confession. C'est très rare que je vais lire un recueil ou un collectif dans l'ordre. C'est très, 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 très rare. Habituellement, je vais piger puis je vais lire au rythme que j'ai moi-même décidé et je suis un iconoclaste là-dedans. Et Orificorama, je l'ai lu dans l'ordre. Moi, savez-vous quoi? Je ne l'ai pas lu. En fait, je pense que la première, moi, je l'ai lu avant qu'il soit monté. Tu sais, la version qui a circulé là, juste avant,
Tu sais, c'est celle-là. Puis là, moi, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais laissé des affaires. Il y a peut-être des choses qui ont été changées à la dernière minute que j'ai pas vues. Fait qu'il va falloir que je relise Orificura. Ah oui, Ça d'ailleurs, tombe bien, il va être réédité. Excuse-moi, Pierre-Luc. puis d'ailleurs, tu devrais le relire, Vic. On a réécrit la fin de ton texte. On l'a aussi censuré. Ah, c'est ça qui fait que c'est vraiment bon maintenant. Je comprends. Voilà. Non, ça va peut-être retrouver en cours quelque chose. Non, mais pas de censure au programme, hein. Ça fait partie aussi de ce que souhaitait Orificorama, que les textes ne se donnent pas de borne côté censure, que Bon, les auteurs écoutez, aient moi, je soin vais de vous ça. faire aussi une autre confession, parce que, tu sais, dans ma vie à moi, tu sais, je travaille au quotidien comme gestionnaire dans une grande organisation. Euh, il y a un moment donné où il a fallu que ces gens-là sachent que j'avais fait ça. Je peux vous dire que tu sais, il y en a plusieurs qui sont des collègues de travail qui sont allés lire Orificorama. Puis quand je vous disais naissance tantôt, il fallait que j'assume c'était quoi ce bébé-là. Tu sais. Puis, on le sait tous, hein, quand on écrit ce type de texte-là, la personne qui pense pas qu'on est ce genre de choses-là va t'arriver avec une imbécilité là, du genre de tu sais, ah, je pensais pas que tu étais capable d'écrire des affaires aussi dégueulasses que ça. Tu sais. Là, moi, j'ai toujours envie d'y répondre. Si tu as eu peur, là, c'est parce que tu avais tout ce qu'il fallait pour l'écrire. Hein, parce qu'entre vous et moi, euh, ce qui nous fait peur dans un texte horrifique, c'est l'anticipation qu'on a de qui va arriver. Hein, c'est l'espèce. Fait que ça veut dire ils ont l'esprit tout au moins aussi tordu que celui qui l'a écrit, s'ils ont eu peur de la chose qui s'est passée d'entre leurs mains. Là, tu sais. Mais franchement, pour moi, il a fallu quand même assumer ça, parce que comme tu l'as dit, Ariane, comme tu l'as dit aussi, Jonathan, euh, c'est dégueulasse ce que j'ai écrit. C'est pas beau du tout, là. Tu sais, puis tu touches à plein de choses que tu veux pas avoir à décrire avec des mots. Tu sais. Puis ça, c'est là que le cinéma devient un peu intéressant parce que tout est devant toi. Hein. Les écorchures sont là devant toi. La, 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 la douleur, la brûlure est devant toi. Mais le livre, lui, permet d'aller à l'intérieur des personnages. Puis c'est un peu là que moi, j'ai trouvé la twist qui m'a permis de faire avancer Lac au sable. Pourquoi un lecteur ou lectrice qui aime l'horreur devrait lire Orificorama selon vous, en guise de conclusion? Tous les lecteurs qui aiment l'horreur devraient lire Orificorama parce que on a tendance à aimer une sorte de chose, à souvent préférer puis commander le même plat. Avec Orificorama, tu vas avoir vraiment un buffet. Puis, contrairement à une espèce de buffet là, chinois, canadien, américain avec tout dedans, ici, tu as vraiment une sélection qui a été faite puis qui te permet d'avoir un vrai panorama de l'horreur au Québec. Tout à fait. Pour découvrir l'éventail, la richesse de l'horreur qui se fait d'ici, ainsi que toutes ces facettes avec différents sous-genres. En fait, on vous donne pas le choix. Et, en effet, puis particulièrement un lecteur d'horreur qui ne connaît pas tant que ça ce qui se fait au Québec. C'est une super belle façon de découvrir 15 voix en même temps et de pouvoir poursuivre son exploration après parce que tous les gens qui sont là ont publié d'autres choses et la plupart ont publié des choses dans le domaine horrifique ou dans un domaine connexe. Fait que, c'est une super belle piste d'exploration et en plus, ben, il y a beaucoup de voix originales, beaucoup de textes originaux. Je pense que ça vaut vraiment la peine de découvrir. On peut aussi mentionner la générosité du livre. Hein. C'est un livre qui fait presque 450 pages. Donc, on peut dire que vous en avez pour vos sous. On a également de fort jolies illustrations qui viennent dialoguer avec les textes. C'est un beau livre qui a fait l'objet d'un soin particulier à toutes les étapes du processus, hein, que ce soit pour la direction littéraire, pour la conception des textes, pour la répartition des sous-genres littéraires, avec, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, la préface de Patrick Sénécal. Et à une époque où on est constamment sollicité par différentes tâches ou différentes sources de distraction, mais ce sont des petits textes comme ça qui peuvent se lire. C'est un des avantages des recueils de nouvelles. Alors, vous avez 20, 25 minutes, 30 minutes. Vous pouvez lire un texte plus ou moins long. Ça se prête, comme on l'a dit, à une lecture buissonnière. Oui, on peut lire le texte dans l'ordre chronologique, mais on peut y aller au gré des genres qui nous interpellent.
Alors, c'est une proposition originale et stimulante à mon sens. Et en plus, ben, c'est fait ici. Donc, ce faisant, ben, vous encouragez une maison d'édition indépendante qui soutient et qui crée et qui diffuse la littérature de l'imaginaire au sens large depuis longtemps. Il y a donc même un acte engagé à faire, à se procurer Horrificorama et à le lire. Super, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça a été une conversation non seulement rafraîchissante pour moi, mais en plus super enrichissante de jaser tout ça. Ben, de ce qui nous passionne tous, hein, l'horreur, l'épouvante, fantastique, horrifique et tout. Puis de revenir sur ce livre-là, justement, qui nous a unis, bon, en 2017. Alors, voilà, Horrificorama, qui, pour ceux qui vont le précommander et qui va arriver dans votre boîte à mal quelque part, j'imagine, fin 2020, sinon 2021, début 2021.